Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo de psychanalyse sur le matériau qui est utilisé lors d'une analyse. Donc, le matériau qui est utilisé surtout par le psychanalyste, mais également par l'analysant, c'est-à-dire le patient. On ne parle pas de patient parce que là, il ne s'agit pas de situation où on est malade de quelque chose. On parle essentiellement d'analysant, c'est quelqu'un qui vient poser une demande pour aider à être analysé. Je suis un petit peu déstructuré, vous le voyez, hein, j'ai fait un smoky, des fossiles, je suis habillé, j'ai un t-shirt Madonna, je suis habillé un peu punk, un peu, bon, c'est pas grave, je viens de tourner une vidéo Urban Decay, c'est pour ça. On va rentrer dans le vif du sujet, donc j'ai ma petite liste, mon petit plan, donc je voudrais commencer par le cadre de l'analyse. Le cadre de l'analyse qui fait partie de ce matériau, de ce noyau dur qui va nous aider effectivement à être de plein pied plutôt dans l'analyse. Dans ce cadre, nous avons le paiement en espèces. Nous avons le fait que lors d'une séance, à tout moment, l'analyste peut interrompre la séance parce que vous venez d'énoncer quelque chose qui, pour l'analyste, est très significatif. Nous reviendrons sur ce terme de signifiant, ce qui est signifiant. Le cadre, c'est aussi une règle, une loi. Donc de quelle loi parle-t-on? C'est la loi qui apparaît lorsqu'on doit encadrer le désir. Il ne s'agit pas de sexualité, il s'agit vraiment du désir au sens inconscient, c'est-à-dire à l'imaginaire, à l'image. Je vous ai fait une vidéo sur l'inconscient selon Jacques Lacan. Donc je vous mets la petite fiche qui va apparaître. Sachez que ce cadre, que vous soyez assis en face de l'analyste ou allongé sur un divan, c'est vous qui choisissez. Ce cadre est crucial pour démarrer une analyse. Donc il y a certaines règles, on paie en espèces. Par exemple, moi, je vais payer d'avance et j'exige cette même règle. J'estime qu'on doit payer quand on arrive et non pas en sortant. C'est pas un SAV, la séance m'a plu ou pas. On paye d'abord et après, quoi qu'il arrive, on aura payé. Et la séance pourra se dérouler. C'est par ce geste que l'inconscient va pouvoir lâcher des choses. Donc, le cadre est ainsi posé. Je ne vais pas vous faire une vidéo qui va durer 40 minutes parce que ça risque d'être indigeste. Je vais essayer d'aller vite sur les points, faire une vidéo qui dure dans les, je sais pas, une dizaine de minutes pour que vous soyez capable de tout intégrer. Alors ensuite, donc ce qui est significatif lors de l'énoncé, c'est-à-dire que vous allez
parlez avec l'analyste vous écoute, mais ce n'est pas un écoutant, un simple écoutant, c'est pas SOS Amitié. Ici, il s'agit d'une écoute active, avec des réponses de sa part, des reformulations. Elle reformule ce que vous venez de dire. Elle, je dis ça parce que la mienne, c'est une femme, pardon. On va rester là-dessus. Elle va aussi parfois vous arrêter et vous dire, vous pouvez développer. Qu'est-ce que ça vous évoque? Vous pourriez m'en dire plus? Ça vous fait penser à quoi? Vous voyez, ce genre de petites questions qui vous poussent à faire des associations d'idées et à formuler d'autres signifiants. Elle, quand je parle de commentaires, elle va vous faire des commentaires du type « Ah bon? Tiens donc, vous êtes sûr ?» Bon, ça ce sont des commentaires, c'est pas des commentaires, mais disons que ce sont des petites formules typiques des psychanalystes et qui nous poussent dans nos retranchements. Hein. On n'est pas là juste pour, lorsque vous racontez un événement, vous allez, alors du coup je passe au signifiant, vous allez énoncer des mots, j'étais près de la porte, donc la porte, c'est un signifié, d'accord? La porte est un signifié, mais quand vous dites j'étais près de la porte, l'analyse peut très bien vous interroger et vous dire et qu'est-ce qu'il y a derrière une porte? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Et là vous allez utiliser des signifiants, des mots qui décrivent autre chose, quelque chose de plus abstrait, quelque chose qui fait appel à votre imaginaire, et vous allez symboliser, vous allez donner un autre sens à votre discours. Le signifiant, ce sont des mots, des phrases, un discours qui est basé, en fait, il y a un sens caché derrière. Il y a un sens inconscient. Ça peut être conscient, on peut avoir des signifiants conscients. Par exemple, j'étais tellement mal dans cette situation que j'avais l'impression de brûler vive. Donc, vous voyez, ça, c'est un signifiant conscient. Vous utilisez l'expression brûler vive intentionnellement, mais elle peut vous interroger sur brûler vive, s'arrêter là-dessus. Il y a aussi, par exemple, quand vous dites « ça l'irrite ». Je sais que quand je dis ça, ça l'irrite ou ça l'énerve. Elle va pas entendre ça comme ça. Elle va entendre ça comme l'inconscient qui parle. Le ça, c'est l'inconscient, je vous le rappelle. Hein. Dans la deuxième topique freudienne, l'inconscient est devenu le ça. Bon, tous ces signifiants forment des chaînes de signifiants qui va être un des matériaux que va utiliser l'analyse pour avoir accès à votre désir. Alors, il y a la demande d'une part, on est en demande de quelque chose, on a une première demande, on explique quand on vient voir, quand on démarre une psychanalyse, quand on vient voir un analyste, on lui explique, voilà, je viens parce que ceci, cela, à savoir que cette demande est très importante puisqu'elle va courir tout le long de l'analyse. Ça va être le travail de fond de l'analyse,
mais cette demande en cache d'autres, évidemment. Et donc ce désir vient se confronter à la loi. Alors, ce qu'on appelle le désir, c'est-à-dire, c'est le transfert. Le transfert en analyse, pour vous vraiment vous le dire avec des mots simples, parce qu'il n'y a aucune raison qu'il y ait des mystifications autour de la psychanalyse. On n'est pas dans une secte, hein, on est dans quelque chose de bien décortiqué, bien établi. Ce qui va être important, ça va être de... La batterie avait encore coupé, donc je reviens. Donc pas de mystification sur ce qu'est le transfert. Donc ce qui est à la base du transfert, c'est le désir. Je vous disais, pas de désir sexuel, évidemment. Il s'agit juste, disons que l'analyste, vous allez lui porter un amour qui n'est pas un amour d'amoureux qu'on peut éprouver pour son mari ou sa femme ou son enfant. Il s'agit d'un amour qui se déplace de l'image parentale vers l'analyste. Vous avez des sentiments envers vos parents, votre mère ou votre père. Si vous choisissez une femme, il y a de fortes chances que ce soit de votre mère dont il s'agit. Et donc, vous allez porter vers votre analyste, femme, par exemple, les mêmes, ce qu'on appelle désirs, c'est-à-dire les mêmes motivations inconscientes, cet amour que vous déplacez de votre maman vers votre psychanalyste femme. À savoir que le transfert a des phases, c'est-à-dire qu'on est dans le transfert de façon positive, parfois négative, et même un transfert négatif, c'est-à-dire quand on a des énervements, des agacements contre son ou sa psychanalyste, c'est très bien. C'est qu'on est bien dans le transfert, bien dans l'analyse, bien ancré dans ce travail de l'inconscient qui permet de se découvrir. Autre chose que j'avais noté qui est très importante, qu'est-ce qui forme le matériau d'une psychanalyse? C'est le secret. C'est-à-dire que ce que vous allez raconter à votre psychanalyste ne sortira pas de son cabinet. Il s'agit d'une éthique que tous les psychanalystes ont. Alors, ils peuvent éventuellement échanger sur des analysants qu'ils ont avec leur superviseur, la personne qui les contrôle, qu'ils voient une fois par mois à peu près, et à qui ils vont dire en ce moment j'ai une analysante envers qui je réagis comme ceci, comme cela, mon contre-transfert est positif, négatif, tatati tatata, mais sans jamais citer de nom, sans jamais rentrer dans les détails de votre vie. Ils ne seront pas révélés non plus au superviseur. Vraiment, l'analyste va garder pour lui, et ce secret, le fait que vous arriviez dans un lieu qui forme un cadre où il n'y a pas d'échappée de ce qui va être dit dans la séance. Tout va rester cloisonné. Ce sera votre lieu à vous. À chaque fois que vous rentrez, que vous payez, vous savez que le temps qui vous est imparti vous appartient. Et que votre parole aussi. Elle n'est pas dévoyée, elle n'est pas volée, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas répétée. Elle reste entre vous et l'analyste. L'analyste, sert un peu de
de figurines, de totems de votre inconscient. C'est, vous voyez ce que c'est, les effigies? Bon, les poupées vaudou, vous voyez? C'est l'effigie de quelqu'un toujours, une poupée vaudou. Et ben là, le psychanalyste est l'effigie de votre inconscient. Il représente votre inconscient. Et vous allez pouvoir échanger avec votre inconscient, entre guillemets. Autre chose que j'avais noté, donc on a fait le désir le transfert qui vient du désir. On a fait les signifiants, le sens caché du sens inconscient. Hein. Quand je dis caché, le signifiant, c'est que ce sont des arcanes, c'est-à-dire elles ont un sens, vous savez, une motivation inconsciente. On a vu le secret, on a parlé du cadre, on a encore, oui, la subjectivité. La subjectivité de l'analysant. L'analysant ne va pas raconter les choses de la même façon à son psychanalyste qui va les raconter à sa mère ou à sa meilleure amie. J'espère que vous avez bien conscience de ça. Il y aura une façon de dire les choses qui sera différente. Les chaînes de signifiants seront différentes. Et l'analysant, quand il vient avec sa subjectivité à chaque séance, c'est-à-dire que vous pouvez très bien dire à votre psychanalyste « Ah non, moi je ne vois pas du tout les choses comme ça. Je dirais que... » Parce que le psychanalyste vous apprend, vous enseigne quelque part à faire vous-même vos interprétations. Et ça, ça vaut de l'or. C'est-à-dire que vous allez réussir au fur et à mesure de l'analyse à vous analyser vous-même sans son aide. Le psychanalyste vous accompagne, est une effigie de votre inconscient qui vous accompagne pendant cette recherche qui est la plus merveilleuse, la recherche de soi-même, de son moi profond, hein, que Freud a appelé l'inconscient. Donc la subjectivité est bien sûr la forme de l'analyse, c'est-à-dire le langage non verbal. Il y a le regard et la bouche. Hein. Donc il y a la façon dont vous dites les choses, la façon dont vous plantez vos yeux dans ceux de l'analyste. Toute cette forme de l'analyse, c'est aussi ce qu'on appelle le langage non verbal. Vous allez avoir, sans vous en rendre compte, plein de gestuels, une gestuelle qui va scander ce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire, il peut arriver, je vous donne un exemple, hein, que vous disiez « Ah mais j'étais très contente ». La psychanalyse, ça va vous dire « Vous êtes sûr ?»« Mais j'étais très contente ». Ou « Ah ouais, c'est très clair, c'est très clair ». Non, ça n'a pas l'air clair. Vous voyez? Donc en fait, tout ça forme vraiment le matériau autant pour le psychanalyste que pour l'analysant. Chacun, c'est cette connexion de l'un avec l'autre qui forme la psychanalyse, et tous les matériaux que je vous ai décrits viennent s'y implanter. Franchement, la psychanalyse, c'est pas fait pour tout le monde. C'est pas fait pour les pervers. D'ailleurs, ils n'y vont jamais. Alors, pour les psychotiques, non. Peut-être certains schizophrènes. Et c'est fait pour tous les névrosés, tous les gens qui n'ont pas de pathologie mentale, et également
pour les enfants. Parce que je vous parle à chaque fois de l'adulte, mais l'enfant, la psychanalyse d'enfant, l'analyse du dessin d'enfant. Mais je crois qu'il faut que je vous fasse une vidéo sur Dolto, Françoise Dolto. La mère de la psychanalyse pour enfants. Bon, inspirée par Winnicott et Melanie Klein, mais quand même, elle a quand même été d'une inventivité, elle a vraiment ouvert la voie à l'enfant. C'est quand même elle qui a inventé, qui s'est rendu compte que les enfants, les nourrissons, quand ils sont séparés de leur mère, soit parce qu'ils sont malades, soit parce que la maman est malade, au début, juste après la naissance, eh ben, il faut que la mère donne un vêtement ou un foulard qui porte son odeur pour que le bébé ne vive pas un abandon. C'est quand même bravo Françoise Dolto. Ça vous paraît normal aujourd'hui, mais non. Non, non. Si elle n'avait pas parlé de cela et mis en place cela dans les hôpitaux parisiens, pour commencer, aujourd'hui, ça ne vous paraîtrait pas normal. Ça ne sort pas de nulle part, ça. Donc, elle attachait le tissu avec l'odeur de la maman autour du biberon. Comme ça, le bébé, en buvant son biberon, avait l'odeur de sa maman. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à dimanche prochain pour une vidéo psychanalyse. Bon dimanche.